Parfait. L'enregistrement a démarré. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire agri-urbain qui fait partie donc d'une série de webinaires organisés par le laboratoire sur l'agriculture urbaine à Montréal en collaboration avec le Centre de recherche pour l'agriculture urbaine de l'Université de Liège et Junia École d'ingénieurs à Lille. Je suis Maude Roblin, je suis accompagnée ce soir de mes deux collègues Benjamin Legrand et Pierre Saillard qui vont faire la présentation ce soir. Donc pour vous dire deux mots sur Junia, donc Junia c'est une école d'ingénieurs. C'est une école d'ingénieurs des transitions qui s'est donné plusieurs défis, dont ceux d'accélérer la transition énergétique et urbaine et celui de nourrir durablement la planète. Et donc, pour répondre concrètement à ces défis, pour donner vraiment une dimension concrète à ces enjeux un peu larges, on a mis en place des démonstrateurs. Donc, c'est des lieux pour innover, pour expérimenter, pour faire de la recherche. Et bien sûr aussi, c'est des supports de pédagogie, puisque notre premier métier, c'est de former des étudiants, mais aussi d'avoir un support pour les entreprises et pour les acteurs du territoire. Et donc, un de ces démonstrateurs, c'est le démonstrateur agriculture et alimentation de demain, qui regroupe plusieurs lieux, dont la ferme de Fives, qui est une ferme urbaine pilote située en cœur de ville. Fives, c'est un quartier de Lille, donc on est dans le nord de la France pour les Québécois et pour les Belges. Et donc, Benjamin et Pierre vont vous parler un peu du fonctionnement de la ferme, du montage du projet et faire un peu un retour d'expérience sur ce lieu d'expérimentation. Voilà. Et puis, on fera un temps de questions-réponses à la suite de leur présentation. Donc, je leur laisse la main. Bonjour à tous. On a 20 participants, ça a un peu augmenté depuis le début de ta présentation, Maud. Alors oui, donc moi c'est Benjamin Legrand, déjà présenté par Maud. Pierre, du coup, il était là il n'y a pas longtemps, mais je ne le vois plus. Pierre Si, prendra si, la je suis parole pas. juste après moi. Ah, c'est bon. Ok. Donc on va vous présenter un petit peu notre expérience de la ferme urbaine. On va revenir dans le passé, en fait, sachant que le projet il a démarré en 2017. Voilà, l'idée, c'est de vous faire un feedback sur l'ensemble de notre expérience, à la fois depuis la phase de conception, c'est vraiment juste l'émergence du projet, jusqu'à la phase aujourd'hui qui nous anime. Donc, on passera par la partie conception, la partie travaux, et ensuite la partie plutôt exploitation. Tout en sachant qu'on est une école et qu'on est, comment dire, par rapport à des entrepreneurs, on n'est pas tout à fait dans le même contexte. Donc, c'est à prendre en compte également. Est-ce que tout le monde entend bien? Je peux démarrer? Ok, très bien. Alors, bon, ça, je ne vais pas revenir dessus. Maud en a déjà parlé, mais en fait, on a fait plusieurs démonstrateurs et la composante agriculture urbaine est une composante et la ferme urbaine en fait partie. Même chose que ce qu'a pu dire Maud, je ne m'attarde pas là-dessus. On a une équipe de 4, on vient d'être là récemment, nous sommes 5, mais donc on est en charge de chacun de l'animation d'un démonstrateur en interne. Et du coup, Pierre et moi, du coup, sommes en charge de la ferme de Fifkay. Comme je vous disais, pour la partie, c'est un peu le plan de notre présentation. On va vous parler de la partie conception, qui a duré 3 ans. On a travaillé avec des partenaires, je vais détailler tout ça. Ensuite, les travaux ont eu lieu dans la meilleure année qui soit, l'année 2020. Et ensuite, après, on a donc démarré les productions en 2021. On a eu des phases successives et aujourd'hui, en 2023, on vous détaillera où on en est. Le projet de Fifkay, pour vous donner un petit peu de contexte, on est sur un projet qui est quand même d'une grande ampleur. Quand on parle du projet de Fifkay, ce n'est pas nous qui le portons, c'est la mairie de Lille accompagnée de son aménageur public qui est Sorelli. C'est un site qui fait 17 hectares. Là, je vous ai mis une petite illustration du plan général d'aménagement de l'ensemble du quartier de Fifkay. On est vraiment sur un site qui est assez conséquent au sein de la métropole,
qu'on localise. Alors, attendez, j'ai les participants sur mon écran, je ne vois pas forcément très bien. Voilà, qu'on localise ici, on se situe à l'est de la ville de Lille. En fait, c'est un site qui est un peu enclavé parce que vous voyez ici, vous avez la rocade de Lille et on est sur c'est un site qui est un chouïa enclavé, qui a des problématiques sociales, beaucoup de problématiques sociales et économiques. Donc, on est dans ce contexte-là. C'est des éléments, là, ils sont en anglais, mais je les ai pas traduits, mais ça vous donne quand même une idée de la caractéristique de ce quartier, ne serait-ce qu'à travers ses composantes voilà, de manque d'emploi et du taux de personnes qui vivent dans le seuil de pauvreté. On est vraiment sur un site qui est particulier en France là-dessus. Et le projet de FIFCAI a émergé dans ce contexte-là. C'est un projet qui prend place sur un site qui a été un grand site, un fleuron de la métallurgie française, dans lequel était produit notamment la sauceur de la Tour Eiffel, et étaient produits des locomotives, comme vous le voyez sur ces illustrations. Je ne pense pas qu'elles soient à date, mais en tout cas, elles illustrent un petit peu ce qu'il pouvait y avoir sur ce site-là. Le site de FIFCAI, vous le voyez ici, plutôt vu enfin, une illustration vue de haut. On voit la serre urbaine qui se situe ici dans la partie basse de l'illustration. Et en fait, on a une succession de halles dans lesquelles on se situe. Et ces halles sont soit détruites, soit rénovées selon l'état et le projet selon l'état de ces halles-là et le projet de la ville. Vous avez eu une première phase dans laquelle on a préfiguré ce qu'on voulait faire, qui a eu lieu dans cette partie du site. Et ensuite, après, on a en fait, quand vous parlez de contexte, on a une grande halle gourmande qui est créée juste à côté de nous, qui a été créée dans le cadre du projet et qui accueille plusieurs restaurateurs. Donc, il y a une dizaine de corners de restauration avec, associé à ça, un incubateur culinaire donc, qui a pour objectif d'incuber des gens du quartier pour pouvoir les aider à se développer dans les activités autour de la food, et également une cuisine sociale et solidaire. Nous, notre ferme urbaine, elle ressemble à ça. Donc ça, c'est l'illustration architecturale. Donc le projet global s'appelle Chaud Bouillon. Il se décline en quatre éléments que j'illustre ici. Pardon. Donc une cuisine commune, une cuisine professionnelle, un food court et une ferme urbaine. Voilà pour le contexte. En termes de montage de projet, donc Junia était en charge de la gestion du projet de ferme urbaine et était le futur exploitant, a priori directement identifié. On a financé par nos fonds propres à 20% le projet, et tout en sachant que le propriétaire du bâtiment et du terrain était la ville de Lille. On était aidé par l'aménageur public donc de la ville de Lille, qui était Sorelli, qui, elle, est dotée d'un certain nombre de compétences autour de la montage d'opérations. Ils savent créer des bâtiments, ils savent créer des espaces publics. Et on était simplement là en co-commanditaire, c'est-à-dire qu'on commandait les travaux, en tout cas, concernant notre exploitation, avec Sorelli. Donc, on travaillait en partenariat avec eux. Et j'y reviendrai par la suite. Ça a été quand même un élément facilitateur, à la fois parfois un peu bloquant, mais aussi un peu facilitateur dans le cadre du projet. Et on a bénéficié d'un financement à 80% de l'Union européenne sur le projet. Je pense que le projet n'aurait jamais vraiment existé tel qu'il est aujourd'hui si on n'avait pas eu ces financements-là. Le coût approximatif de l'opération tourne autour de 200 000 €. Je ne pourrais pas vous sortir le détail parce que l'une partie du budget était portée par Sorelli et l'autre partie était portée par Junia. Nous, on était plutôt en charge d'équiper le module. Les équipements en tant que tels, on pourrait penser que c'est des choses qu'on peut retirer. Au final, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. On a équipé dans le sens vraiment on va dire, assimilé à un frigo. Ça, c'est nous qui les avons achetés, mais on a également acheté des cloisons, du coup, des choses qui sont plus de l'ordre de petits travaux. Mais ça, c'était lié aux difficultés budgétaires du projet. Mais grosso modo, pour vous donner une ordre d'idée, ça représente à peu près 200 000 €. Je pense que c'est même un peu plus si on compte les coûts d'acquisition du terrain et de mise en sécurité, enfin, du coup, d'aménagement général du terrain, plutôt l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, etc. Pour le projet, alors initialement, on portait tout, la partie production et la partie animation. Durant le projet, la partie financée, je parle bien, donc les 3 ans de financement. Maintenant, ces deux volets-là qui sont volet production et volet animation, on les a scindés en deux pour des raisons de facilité d'exploitation. Donc Junia pour la partie production.
on détaillera fortement ça, ça par la suite. Donc, vous voyez la ferme qu'on exploite qui est plutôt sur le fond d'image à droite. Et pour la partie animation, où on voit la chargée d'animation, Alix, est portée par Lilotopia, l'association Lilotopia, pardon. Donc, on a vraiment un petit site sur lequel on a 2 acteurs et c'est vraiment 2 expérimentations différentes, une plutôt autour de la production et une plutôt autour de l'animation. Ce site-là, il se découpe de cette manière-là en plans. Donc, en violet, vous avez les lieux qui sont exploités par Junia. Je viendrai dans le détail par la suite. Et en vert, donc, tous les espaces qui sont exploités par l'Ilotopia, plus à des fins d'animation. L'ensemble faisant 300 mètres carrés. Et pour bien comprendre, on est vraiment dans un projet de construction neuve. En agriculture urbaine, ça a vraiment son importance, c'est qu'on a vraiment travaillé en amont le projet avec les acteurs et ça a été une bonne expérience sur ce point-là, enfin une sacrée expérience plutôt sur ce point-là, c'était de travailler directement avec les aménageurs et avec les différents corps de métier qui pouvaient créer une ferme urbaine. Donc, notre ferme à nous, à Junia, donc, enfin, en tout cas, ceux qu'on exploite, on produit 4 types de production en une petite surface. Donc, on produit des herbes aromatiques en aquaponie, donc deux productions différentes, des poissons et des herbes aromatiques. On produit des champignons, plutôt des champignons type pleurote, on va dire les décomposeurs primaires, donc ceux qui posent sur du bois ou de la paille, et également des micro-pousses dans la champignonnière, parce que les 2 environnements se complètent bien. En tout cas, sont assez, marchent bien ensemble. En termes de feedback, donc là, je vais simplement vous présenter comment on a structuré le feedback. Donc là, moi, je vais vous parler de la partie feedback autour de la conception, de tout ce qu'on a pu rencontrer comme défi au cours de la phase de conception et de la phase de travaux, parce que c'était les moments où je travaillais vraiment là-dessus. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de travailler une partie de mon temps, ça ne représentait qu'une partie de mon temps. Et à partir de 2021, donc, arrive Pierre, et là, Pierre vous fera le feedback de l'ensemble de ce qu'il y a eu par la suite, sachant qu'aujourd'hui, on se partage, Pierre est en charge de l'exploitation générale, moi j'interviens également dans l'exploitation, mais du coup, Pierre vous fera cet ensemble de feedback depuis qu'on a commencé l'exploitation. Sur la partie vraiment conception travaux, j'ai divisé en 3 parties. Une qui concerne vraiment spécifiquement les équipements de production, donc savoir ce qu'on veut faire et avec quels équipements on va les faire. Donc une partie je reviendrai dans le détail par la suite. Une partie qui concerne vraiment plutôt sur le bâtiment lui-même, tous les enjeux dont qu'il a fallu prendre en compte dans le cadre de la création du bâtiment. Et ensuite, plutôt autour de du processus de conception en lui-même, les éléments de vigilance avec l'expérience, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants à avoir en tête quand on construit un bâtiment, quand on s'inscrit dans un processus de projet de bâtiment. Et ensuite, après, plutôt sur la partie, les prestataires avec lesquels on travaille et l'importance notamment de l'autoproduction et d'être en capacité de s'auto-alimenter en équipement pour pouvoir résoudre certains problèmes notamment. Voilà, donc je reviens en arrière ça, c'était juste pour vous présenter les 4 principaux, les 4 thèmes principaux. Donc sur la partie production, équipement de production, en soi, alors je vais vous dire, ça fait quand même mine de rien assez longtemps, ça fait déjà 3 ans, donc mes souvenirs sont quand même un peu flous. C'était un peu difficile de vous faire ces feedbacks-là, parce que bon, il y a des choses qui ont été des points de difficulté ou des choses qui ont facilité l'avancement du projet qui sont un peu lointains. Bon, je vais essayer quand même de vous faire une retranscription avec le plus d'illustrations possible. Sur la partie vraiment connaître les conditions de culture de ces productions, ça c'est vraiment l'élément essentiel. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser aux cultures qu'on veut produire et leurs conditions pour pouvoir être en mesure de répondre à un lot de questions qui est assez phénoménal parce que en fait, quand on travaille avec des aménageurs ou des propriétaires de terres ou de bâtiments, en fait, ils posent 36 000 questions sur l'exploitation pour savoir à quoi ils vont avoir affaire. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel qu'il faut avoir en tête, c'est que en fait, on n'est pas tranquille dans un environnement agricole urbain, enfin un environnement urbain, et du coup, il faut répondre à plein de questions. Donc, notamment,
Là, je vous citais l'exemple de, voilà, on nous avait posé les questions du coup de c'est quoi les conditions de culture d'un élevage de poissons. Et en fait, il y a des choses qui ont été importantes, notamment par exemple la création d'un auvent au-dessus des bacs pour pouvoir créer enfin, installer les bacs de culture, les bacs d'élevage de poissons pour pouvoir du coup leur offrir les conditions qu'ils méritent pour pouvoir les élever. Ensuite, après, il y a connaître ces systèmes de production, c'est-à-dire à quoi on veut travailler, quel matériel, comment il se décompose, est-ce qu'il y a des filtres, est-ce qu'il y a des pompes, quels sont les différents types de cuves, quels sont les différents éléments qui composent le système pour anticiper tous les problèmes qui peuvent se poser sur un bâtiment, notamment, par exemple, comme illustration principale, les cuves de fertilisation, qui sont des cuves qui sont de fait remplies d'eau et d'éléments fertilisants. Et ça pèse lourd et c'est forcément un impact assez important sur un bâtiment et à prendre en compte par les équipes de conception en amont. Sur la partie plutôt vraiment percevoir l'exploitation, c'est vraiment une partie assez majeure. On en a discuté avec Pierre. En fait, il y a même certains films, alors il pourra vous en parler, mais qui illustrent à quel point c'est important, notamment, je crois que je ne sais plus quel film tu avais évoqué, Pierre. C'était The Founder, je crois que c'était un film qui décrit la création de McDonald's. Et en fait, on s'était dit que c'était vraiment important de se projeter au maximum dans l'exploitation de ce qu'on veut faire comme ferme urbaine pour pouvoir répondre à toutes les questions auxquelles on va avoir à faire face durant la création du projet, c'est-à-dire détailler tous les besoins fin d'exploitation pour pouvoir optimiser le découpage de l'espace, organiser l'espace correctement pour que tout soit fluide et pas trop compliqué par la suite. Et ensuite, après, anticiper des besoins en eau et en électricité, les points d'accès, les types d'accès, les puissances d'accès, les débits d'eau. Il y a tellement de questions auxquelles on risque d'avoir à répondre dans le cadre d'un projet qu'il faut vraiment essayer de réfléchir à son système dans son ensemble et dans un certain niveau de détail qui est très fin. Ensuite, après, plutôt l'anticipation des besoins en termes de gestion, vraiment savoir qu'est-ce qu'il va falloir anticiper pour pouvoir nettoyer ces systèmes, ne serait-ce que. Et notamment, par exemple, on a eu un événement qui a été phare là-dedans, c'est qu'en fait, on avait des pentes qui étaient mauvaises dans notre bâtiment. Et en fait, on avait des accumulations d'eau et également les bondes de sol, donc les siphons plutôt de sol qui servent à évacuer le sol, n'étaient pas adaptés à l'exploitation, soit parce que notamment les eaux étaient chargées, parce que forcément, on a de la terre, on a des substrats, et en fait, elles étaient chargées. Et donc, c'était difficile d'évacuer, les diamètres n'étaient pas adaptés pour l'évacuation. Et en plus de ça, on avait des problèmes de raccords qui étaient présents au sein du bâtiment. Donc ça nous a posé beaucoup de problèmes. Et il a fallu notamment qu'on fasse refaire le sol, et notamment avec l'importance de la période de parachèvement, c'est-à-dire que les premières années de garantie des entreprises, c'est un élément assez important pour qu'on puisse du coup imposer aux entreprises de venir refaire s'il y a un problème, s'il y a quelques problèmes que ce soit. Et ensuite, après, ne pas sous-estimer les besoins en stockage, notamment les livraisons, que ce soit pour se faire livrer des choses ou livrer ses produits, et avoir de quoi aussi ne pas négliger, même si on ne veut pas forcément trop au début, avoir des chambres froides ou en tout cas des espaces pour stocker de la matière le temps qu'elle soit livrée. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, et avoir des idées de volume de tout ça. Je vais essayer d'aller plus vite pour la fin, sur la suite, pour laisser de la place à Pierre. Sur la partie bâtiment, c'est un peu lié à ce que je disais juste avant. Les questions de la capacité portante, c'est quelque chose qui est prégnant quand on réfléchit à une activité, donc il faut vraiment avoir des idées claires là-dessus. Les accès aux différents espaces de production, ça j'en ai déjà parlé avec les questions de livraison, mais aussi de facilité d'exploitation. Avoir en tête qu'il y a des escaliers dans un bâtiment et qu'il faut savoir quand est-ce qu'on va en avoir besoin de les traverser pour savoir quel impact ça peut avoir sur l'exploitation. Avoir une idée des besoins très très concrets en termes de surface de sol dont peut avoir besoin. Est-ce qu'on peut se contenter d'un béton brut ou est-ce qu'il faut une surface lisse, circulable, etc. Donc ça, j'en ai déjà un peu parlé. Comment on découpe l'espace par rapport à comment on imagine son activité, est-ce qu'on va recevoir du public ou pas, et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des espaces qui doivent être réservés au grand public, d'autres qui sont réservés aux travailleurs, etc. Quel type de circulation on met en place, notamment par rapport à la marche en avant. Ensuite, après, dans le feedback sur la conception et la réalisation du projet, j'ai listé tous les mots-clés qui me semblent vraiment hyper importants d'avoir en tête quand on se lance dans ce type de projet. C'est être en capacité notamment de susciter l'adhésion de l'ensemble des acteurs d'un projet
Et l'intérêt également, c'est qu'ils s'intéressent à ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Ne serait-ce qu'ils ont en tête qu'ils vont pas nous mettre, et ce serait bien qu'ils nous mettent pas trop des bâtons dans les roues sans arrêt et qu'on puisse avancer tous ensemble dans le cadre du projet, enfin voilà, en allant tous vers l'avant. Et ça a été facilitant parce qu'on était en lien avec un aménageur et il avait clairement compris notre projet et c'était facilitant sur ce point-là. Ensuite, énormément anticiper, ça j'en ai déjà parlé, s'adapter, prévoir différents plans, plan A, plan B, plan C, pour voilà, pouvoir discuter avec les aménageurs, discuter avec les prestataires, pour pouvoir trouver des solutions, parce que parfois on est challengé, on n'a pas la solution idéale, donc il faut pouvoir trouver une solution avec eux. Contrôler énormément pour la partie phase travaux, c'est-à-dire que tout ce qui a été défini en amont ne se retrouve pas forcément dans la phase travaux, il faut être toujours en train de contrôler ce qui est fait pour vérifier que tout ce qu'on a imaginé au début soit bien réalisé par la suite. Même si on passe dans un projet de rénovation, c'est toujours important là-dessus parce qu'on fait forcément modifier un peu le bâtiment pour pouvoir exploiter. Prendre sa place dans un projet, donc ça revient avec susciter l'adhésion, c'est qu'il faut savoir s'affirmer dans un projet parce que souvent on s'intègre on est un acteur un peu nouveau dans les acteurs de la construction et de l'urbanisme et de l'aménagement en règle générale, qui fait qu'en fait on ne sait pas trop qui on est et du coup il faut arriver à se dire oui, non, je suis là et je suis là pour une raison et mon projet a du sens là où il va être. Et ça, prendre sa place, c'est vraiment important. Savoir argumenter, savoir faire de preuves de pédagogie pour expliquer pourquoi, enfin, notamment pour juste parfois argumenter pourquoi on veut faire ça à cet endroit-là et qu'on ne veut pas mettre cette pièce-là à notre endroit parce que ça va nous poser problème, par exemple. Connaître et ensuite, après, savoir un peu comment fonctionne un processus de conception et de construction d'un bâtiment ou savoir comment se décline un peu l'ensemble des corps de métier qui interviennent dans un bâtiment pour savoir où on va s'intégrer, dans quoi on va s'intégrer, en fait, pour savoir à qui parler et comment parler à un plombier, un électricien, etc. Voilà, j'ai essayé d'aller rapidement là-dessus. Et ensuite, après, problématique qui va faire du lien un peu avec ce que va vous dire Pierre, c'est en fait sur la question des fournisseurs et des choix des prestataires. Il faut avoir en tête qu'il y a des gens, enfin, il y a des prestataires qui sont quand même spécialisés dans le domaine agricole, certains prestataires ou fournisseurs qui sont spécialisés dans des contextes plutôt usines ou intervention dans des milieux urbains. Et en fait, on est un peu à la croisée de ces chemins-là et ils ne sont pas forcément très habitués à des demandes où on veut faire de l'agriculture en milieu urbain ou alors comment dire, faire autre chose que que un logement ou un commerce en ville. Et ça, pour un plombier, c'est un peu compliqué, il faut expliquer beaucoup et c'est, quoi qu'il en soit, difficile à trouver des fournisseurs et d'où l'importance d'avoir un atelier et d'avoir de quoi s'adapter par la suite et l'importance de savoir faire soi-même. Et ça, Pierre va vous le détailler là-dessus, notamment peut-être sur certaines parties, parce que pour pouvoir améliorer notre exploitation, il a fallu qu'on s'adapte énormément et qu'on autoconstruise beaucoup de choses pour pouvoir du coup corriger un peu les petits défauts qui ont pu avoir lieu au fur et à mesure dont on a pu avoir à faire à la fin de la phase de conception et de travaux. Voilà, pour ma partie, je te laisse la main, Pierre. Ça, c'était un résumé. Oui, j'ai oublié ça. Pour faire juste la liaison, excuse-moi. Sur la partie. Ouais, on a oublié de partir. Bon, excuse-moi, Pierre. On a oublié de parler de la partie un peu les objectifs aujourd'hui de la ferme. C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé. Et là, maintenant, aujourd'hui, ces objectifs-là, ils sont illustrés ici. Je vous ai juste surligné l'élément important. C'est tester une activité en conditions réelles. Et derrière ça, notre ambition, c'est d'optimiser au maximum la production agricole de cette ferme pour en faire un modèle d'optimisation. Et en fait, c'est là-dessus que Pierre va pouvoir vous dire pas mal des éléments, notamment sur les années qui viennent de passer, mais aussi sur ce qu'on développe aujourd'hui pour essayer d'être encore plus optimal. Voilà. À toi. Ok, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Tout le monde m'entend bien. Ok, je ne vois pas les réponses, mais j'imagine que tout le monde C'est bon, m'entend. ouais, Pierre. Ok, ça marche. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Pierre Saillard. Donc, je suis chargé de mission chez Junia. J'ai été recruté par l'équipe en 2021. Donc, ça fait que 2 ans, ou ça fait déjà 2 ans, ça dépend comment on le voit. Donc, je suis arrivé chez Junia avec l'objectif de produire du végétal, du poisson et des champignons en hors-sol. Mais aussi du coup d'assurer des visites, de suivre des formations du coup concernant toutes les productions parce que c'était un diplôme. Donc j'ai fait un diplôme en production horticole en reconversion professionnelle, donc
J'avais encore quelques petites choses à rattraper. Et au-delà de ça, je devais aussi monter des projets d'études avec les étudiants. Donc ça, c'est quand même très spécifique à notre structure qui est une école d'ingénieurs. Donc là, sur ma partie, je vais rapidement détailler l'aspect technique des choses sur ces 2 années. Donc en 2021, lorsque je suis arrivé, j'ai découvert les différents postes de production, je les ai mis en place et j'ai découvert aussi les premiers problèmes. En 2022, on a fait le choix avec Benjamin et l'équipe de prioriser l'optimisation du site avant d'arriver maintenant en 2023, mars 2023, sur un redémarrage réussi avec du coup une équipe qui est bien aguerrie. Voilà. Du coup, Benjamin, tu peux passer la suite. Donc, 2021, démarrage de l'exploitation. Donc, on a commencé à exploiter la ferme en bioponie. On avait un système aquaponique qui était en cours de finalisation. Finalement, il ne nous restait plus que la partie d'élevage des poissons à monter avec notre prestataire. C'était un peu compliqué. Il y a eu pas mal de petites fuites. Donc, du coup, on a fait le choix en fait de démarrer en bioponie et de lancer les cultures sur la première saison avec simplement le système de recirculation au niveau de la boucle horticole, pendant que le prestataire finalisait la partie poisson. En parallèle de ça, on a commencé la production de micro-pousses dans la chambre de fructification. Comme le disait Benjamin, c'est des milieux qui se complètent plutôt bien en termes d'hygrométrie température, même s'il faut surveiller le développement de moisissures sur les micro-pousses à cause du fort taux d'humidité dans la pièce. Mais avec un peu de ventilation, ça le fait. Et on a fait nos premiers tests du coup sur les pleurotes, qui est le premier champignon qu'on a cultivé dans la partie champignon. Le résultat, c'était une bonne récolte, hein, on va dire, sur une première saison avec 10 à 12 kilos par mètre carré exploité sur la serre. Donc, c'était que des gouttières NFT, donc on était plutôt content du résultat sur la bioponie. Après, on s'est dit qu'il fallait évidemment améliorer tout ça. Et donc, je viendrai sur l'année 2022 juste après, sur la partie amélioration. Et donc, pour, on va dire, terminer cette année 2021, on n'a pas finalement réussi à faire grand-chose au niveau de la partie poisson, puisqu'on a eu tellement de fuites qu'il a fallu recommencer à zéro le système. Donc, si on devait faire un petit résumé de cette première année, voilà, la bioponie, c'est OK, c'est quelque chose qui permet assez facilement de démarrer une exploitation. C'est plutôt assez simple dans le sens où c'est plus simple que l'aquaponie, il n'y a pas tellement de problématiques. Les micro-pousses, c'est très simple aussi. Je connaissais déjà ce type de culture. C'était le thème central de mon diplôme lorsque j'ai fait mon diplôme avant de rentrer chez Julien. Donc voilà, je connaissais un petit peu le principe et c'était quelque chose qui nous permettait d'avoir une production végétale assez rapide. Voilà, pour avoir un minimum de production, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Les points de vigilance, donc du coup, Benjamin en a parlé un petit peu. Donc l'évacuation des eaux sales, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais quand on a beaucoup de productions comme ça qui se croisent, l'hygiène, c'est très important. Et là, clairement, on était sur un site qui n'était pas du tout adapté par rapport à ça. Donc, on a mis ce point de vigilance-là parce que c'est lui qui nous a le plus marqué sur cette année, mais il y en aurait d'autres, évidemment. Et si c'était à refaire, du coup, contractualiser la livraison clé en main des systèmes avec les prestataires, ça, pour nous, c'était vraiment quelque chose qui nous a marqué aussi, puisque le système aquaponique ne nous a pas été livré comme on l'imaginait. Il a fallu faire appel à mes compétences de technicien pour faire en sorte que tout soit fonctionnel. Et je pense que si jamais on devait refaire les choses, il faudrait qu'on mette les choses au clair tout de suite avec tous les prestataires qui interviennent sur le site et faire en sorte que tout soit livré clé en main, quoi, pour que tout aille beaucoup plus vite. Donc ensuite, voilà, on a des petites images pour illustrer donc cette première année avec notre culture de pleurotes, la production de micro-pousses, les premières cultures de légumes-feuilles aromatiques sur les gouttières NFT. Et voilà, c'était quand même, en soi, c'était quand même un bon démarrage.
2022, on a eu plein de problèmes techniques encore. Voilà, ça fait partie du métier, donc les fuites et j'en passe. On a quand même cette composante chez Junia d'être un démonstrateur. Donc, en fait, on a des visites en permanence sur le site, du grand public, mais aussi des étudiants. Donc, on a cette notion d'exemplarité, cette notion de voilà, il faut que ce soit beau et fonctionnel pour que ce soit attractif. Et donc, du coup, on a décidé en 2022 de prioriser l'optimisation des systèmes. On aurait pu produire avec les moyens du bord ce qu'on avait mis en place en 2021, mais on a vraiment décidé, on pouvait se le permettre, hein, de mettre en pause, entre guillemets, une partie de la production et d'optimiser un peu nos outils de production. Donc, on a modifié complètement la partie aquacole, on a déplacé le biofiltre, on a refait une dalle béton en dessous des bassins pour sécuriser les poissons, pour éviter que voilà, on ait de nouvelles fuites. On a isolé tout un compartiment de la partie aquacole. Voilà. Pour la partie serre, on a décidé de passer comment dire, en verticalité, c'est-à-dire qu'on a construit des chariots qui permettaient d'étager les systèmes NFT pour presque doubler la surface de production en serre. Et concernant la partie champignons, avec Benjamin surtout a réaménagé complètement le laboratoire. C'est-à-dire qu'on partait de quelque chose qui était un peu vintage, avec une vieille hotte à flux laminaire, mais bon, voilà, on est passé à quelque chose. Voilà, vous avez l'image en haut à gauche de ce que c'était en 2021. En 2022, on a tout construit. Enfin, Benjamin surtout a construit les nouvelles hottes à flux laminaire en réutilisant tous les composants qu'on pouvait. Voilà, pour faire un labo très fonctionnel et puis pour pouvoir étoffer notre gamme de production en champignons, quoi, être plus carré, quoi. En fait, c'était vraiment le but. Et en serre, donc du coup, vous voyez les NFT en haut à droite et les NFT de base en 2021. Et donc là, on a un premier chariot qui permet d'étager donc les NFT, de doubler la surface de production en serre et aussi de gagner en ergonomie, puisque en haut, vous aviez des NFT qui étaient fixes, qui ne permettaient pas de nettoyer correctement le sol. On pouvait très peu se mouvoir dans la serre. Et là, pour le coup, on a des chariots qui vont être plus mobiles. Alors là, ils sont un peu plus complexes. Je les ai fait un peu plus complexes parce qu'on a une composante de recherche et d'extraction de données par rapport à la culture. Mais voilà, en soi, ça reste quand même des structures bois très simples avec ce qu'on récupère sur le chantier autour de FIF pour faire du low-tech le plus possible. Et le but, voilà, c'était vraiment d'optimiser. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pendant un an, entre autres. Et voilà, donc si on devait retenir deux choses, finalement, ce serait les succès, ce serait assurer la maintenance nous-mêmes et l'autoconstruction. C'était une année riche d'expérience. Je pense qu'il n'y a pas mieux que de résoudre des problèmes pour connaître à fond ces systèmes et ne pas être dépendant de prestataires extérieurs. Par contre, un point de vigilance, et ça voilà, si on l'a mis en vigilance, c'est parce que on aurait pu se faire taper un peu sur les doigts, mais bon, on a des supérieurs qui sont quand même plutôt cool. Mais c'est vrai que on se doit de rester quand même opérationnel sur la production malgré les modifs et les optimisations, parce que bon, voilà, nous on peut se permettre en tant qu'école de pas tout miser sur la production, mais un entrepreneur ou quelqu'un qui se lance dans l'agriculture urbaine peut peut-être pas se permettre de passer autant de temps sur les modifications et les améliorations. Donc il faut rester vigilant là-dessus. Voilà. Et donc 2023, maintenant, on y est. On est opérationnel sur la partie aquaculture. Donc là, on a nos truites qui sont arrivées et qui vivent bien dans les bassins. On a nos SMI qui sont lancés pour aller sur les NFT en serre au-dessus. On a des sacs de champignons qui sont dans toutes les armoires d'incubation et qui sont en salle de fructification. Les micro-pousses qui poussent à côté. Et voilà. Donc, point de vigilance, on a mis bon fonctionnement des ventes avec les partenaires parce que du coup, le fait qu'on redémarre avec une équipe qui est aguerrie et qu'on sache résoudre des problèmes sur la production, ça a peut-être mis un peu de côté la partie développement commercial, dans le sens où on n'a pas beaucoup communiqué avec eux sur l'année 2022. Et là, on se rend compte en 2023 que c'est un peu compliqué de renouer les contacts, que les habitudes n'ont pas été vraiment prises. Voilà, il va falloir travailler ça. Et voilà, ça ne va pas être si simple que ça, mais bon, on va y arriver maintenant qu'on a moins de soucis techniques. Et voilà, c'est important pour justement la partie développement du circuit court d'entretenir une bonne relation avec les partenaires. Et là, on va s'y atteler sérieusement.
Et maintenir la bonne entente dans le partage de l'espace. Ça, c'est quelque chose qui est très spécifique à notre site, mais qui peut se retrouver aussi dans les sites où, en agriculture urbaine, on est obligé de bosser avec des associations où on n'a pas toujours les mêmes objectifs, on n'a pas toujours la même mentalité non plus. Voilà, c'est pas toujours évident, mais pour autant, il faut le faire, puisque le social, la partie sociale est hyper importante en agriculture urbaine. On peut pas faire que de la prod. Et voilà, pour un producteur technicien pur et dur, on va dire comme moi, qui est pas non plus voilà, à l'aise dans le social, on va dire, c'est pas toujours évident de composer avec les gens qui partagent le lieu. Mais voilà, ça reste un point de vigilance, c'est pas un problème. Et bah voilà, pour terminer, donc du coup, un petit exemple de ce qu'on a aussi optimisé, et pourquoi on est prêt cette année. L'outil, on va dire, un peu central de notre démonstrateur au niveau de nos productions et pourquoi on pense qu'on va être très efficace, c'est qu'on a décidé aussi pour relever toutes les données de production, suivre un peu tout ce qui sort de la ferme, tout ce qui va être vendu. Avec Benjamin, on travaille sur la conception d'un logiciel, d'un outil de suivi, en fait, qui nous permet de centraliser toutes les données sur les prods, que ce soit les champignons, les micro-pousses, les poissons, le végétal, enfin, vous avez compris. Et le but, c'est vraiment qu'on sache exactement ce qui est produit dans chaque atelier, très précisément, où va quoi, ce qui va pouvoir être réutilisé sur tel ou tel poste. Enfin, voilà, on a vraiment cette ambition d'extraire un maximum de données et de savoir ce qui va sortir en l'état de notre démonstrateur. Voilà. Pour ajouter quelque chose par rapport à l'extraction de données, ce n'est pas forcément un outil simplement de recherche, hein. On veut vraiment que l'outil soit en lien avec l'exploitation. C'est-à-dire que nous, on s'est inspiré d'un outil qui est issu en fait de notre voyage à Montréal, dont on a pris des contacts et on a découvert certains outils qui étaient intéressants à s'approprier. Et cet outil-là, en fait, il est utilisé par un professionnel de l'agriculture urbaine, mais nous, on a essayé de développer notre propre pour à la fois suivre l'exploitation, mais aussi faciliter les opérations concrètes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste rentrer des données pour avoir de la donnée, c'est rentrer des données parce qu'en fait, ça facilite aussi la gestion du planning, la gestion des tâches, savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Donc, c'est vraiment l'esprit de cet outil-là. Du coup, je pense qu'on peut le citer, on peut citer l'entreprise, c'est Eau-Plante, production de Ouais, micro-pousses. On a participé à l'école d'été à Montréal et il nous a aiguillé vers cette plateforme qui nous permettait de créer cette interface. Et Benjamin a travaillé d'arrache-pied pendant 3 mois là-dessus et voilà le résultat. Donc, merci à eux pour le tuyau. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je crois que c'était votre tout à fait. dernière slide. Bah, place aux questions sur les 20 minutes qui nous restent. Nom de la plateforme Zo. C'est ça. Zoo Creator, ouais. Donc n'hésitez pas à prendre la parole dans le chat. On sera ravis de vous répondre. Alors moi, je vois pas très bien les questions qui arrivent. Ok. Ben, je peux mais je vais prendre la première question, c'est peut-être briser la glace des autres personnes. Ce que je dis dans le chat, ça me fait rire parce que ce que vous dites, c'est grosso modo ce qu'on vit aussi à Montréal, là. Et de plus en plus, je me dis, formation en agriculture urbaine, il doit absolument avoir un cours sur bricolage. Plomberie. Apprendre à réparer des trucs, mais il l'a en agriculture déjà, là, mais c'est souvent soudure et autres. Je pense qu'en agriculture urbaine, c'est souvent trouver des pièces qui n'existent pas ailleurs et de réussir à développer des trucs. Mais votre objectif au niveau de la production, au niveau financier, c'est quoi votre cible au niveau de la vente? Alors, pour la question de la vente, en fait, on a un objectif, c'est de faire plus d'année en année. En fait, c'est plutôt ça notre objectif. Il n'est pas d'avoir une balance commerciale qui soit en notre faveur. C'est plutôt de faire plus de chiffre d'affaires d'année en année et d'être en capacité d'extrapoler cette expérience-là pour voir quel serait le modèle qui serait, on va dire, le plus qui puisse générer vraiment un revenu pour quelqu'un
et pour combien de personnes, en fait. C'est plutôt ça l'objectif économique. Moi, tu veux peut-être rajouter, ou Pierre, tu veux peut-être rajouter quelque chose? C'est vrai que nous, on est quand même assez conscient qu'on évolue dans un site qui est particulier, avec une structure qui est particulière, une école. Donc l'objectif, c'est, on sait on approchera difficilement la rentabilité avec ce site-là. C'est vraiment ce qui est central, c'est la récolte de données, et sur les différents systèmes, on va varier les systèmes de production en serre notamment, où on va bosser sur l'aéroponie, on va bosser sur du coup peut-être du RDWC, enfin on a on va faire varier les outils de production, récolter des données, c'est hyper important, c'est central, et comment dire, la partie pédagogique est aussi importante. Mais c'est vrai qu'en termes de production, on est conscient que c'est de l'ordre de l'impossible d'être rentable avec un site comme celui-ci. Ouais, mais ma question n'est pas sur la rentabilité, c'est quel est le revenu que vous pensez sortir, grosso modo, avec Ok. la production? C'est En 30 000, prévisionnel. 40 000 euros? C'est quoi votre objectif, sachant que vous C'est 8 000, je pensez crois, cette atteindre, année. mais votre maximum que vous pensez atteindre, vous ne l'avez pas C'est fait? difficile. On ne l'a Ok, pas fait. Je pense que cette ok. année, on avait dit qu'on essaierait de sortir 8 000 euros de production. Ouais, Mais on n'a pas fixé d'objectif suivant. on sera ravis de partager les données quand Ouais, on ça. sera. Ben, ou de voir comment on peut. L'idée, une collaboration. Mais parce que c'est combien de tonnes de poissons vous pensez sortir, ou de kilos? On est sur 250 kilos de truites sorties à l'année du système. Ouais, ça fait quand même pas mal d'argent, ça. Ouais, 250 kilos, c'est plus de 10 le kilo. C'est même, ça peut être du 30 le kilo, là. Je sais pas, je connais pas le marché français, mais On joue pas tout sur les poissons, donc je suis pas sûr. Dans les 8 000 euros qu'on avait dit qu'on ferait, je suis pas sûr c'est que les plus poissons, on les ait comptés cette année. OK. Ça, je réfléchis comme ça, en me disant sûrement les champignons, si vous sortez 50 kilos par semaine de champignons, c'est possible selon l'espace que vous avez, à 40 le kilo. On se rend compte qu'il y a peut-être un modèle économique quand même viable. Puis après, Ouais, se on dégager, rajoute ouais. des autres trucs agrotouristes, pop-up restaurants et tout, là. Nous, l'un des objectifs, on a rencontré justement le directeur de l'exploitation du food court là hier avec Pierre. Et en fait, notre objectif, c'est déjà voir au moins, on sait tous que pour écouler des produits, ça coûte cher, parce que du coup, il faut faire du commercial, il faut aller livrer, etc. Et du coup, là, comme on a ce contexte-là de vraiment de proximité, c'est de s'adapter au mieux aux besoins en termes de type de produit du client d'à côté, pour pouvoir du coup se placer au prix marché et en fait être le fournisseur privilégié de ces produits-là. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas avoir une marge phénoménale en termes de type de produit. Ça dépendra un peu de ce qu'ils pourront nous demander. On va pas non plus vouloir absolument aller vers des produits à très haute valeur ajoutée dans cette ferme-là. En tout cas, je parle bien pour FIV. On pourra y aller sur d'autres espaces, mais pour FIV, l'idée, c'est pas forcément d'aller de produire des choses exceptionnelles et qui ont une énorme valeur ajoutée. C'est simplement, on veut au moins tirer profit de cette proximité. Alors, je vois plusieurs questions de Malika là, sur la Ouais, discussion. dans le chat, tu veux les poser, Pierre? Alors, je peux répondre à Ouais. certaines. Par rapport aux données, Maud, je te laisserai répondre. Alors, non, il faudrait poser les questions aussi pour que les gens les aient toutes. Donc, Les données voilà, que vous recueillez vont-elles être mises à disposition de manière libre pour aider les fermiers urbains en devenir? C'est une bonne question. J'imagine qu'il va falloir organiser des publications. C'est vrai que là-dessus, je pense que, mine de rien, préparer des données pour pouvoir les mettre à disposition, on est tout à fait ouvert. C'est Ouais. simplement qu'il va falloir qu'on l'organise. Et j'imagine que peut-être à la manière dont c'est fait via le Créto, peut-être qu'on pourra en effet mettre à disposition des données et le faire un peu comme ça a pu déjà être fait. Ouais, sous J'imagine qu'il y aura forme des données qui de pourront sortir. fiches, de choses comme ça. C'est vrai qu'actuellement, on n'a pas encore énormément de données qui sont remontées puisqu'on vient juste de créer un outil de suivi. Mais effectivement, l'idée et la philosophie d'une école, c'est aussi de pouvoir partager ce qu'on fait. Donc, oui, on espère pouvoir vous fournir des données. Ensuite, il y avait comme question, quel est le prestataire en aquaponie auquel vous avez fait appel?
Cueillette urbaine, c'est une société urbaine. parisienne. Quelle est la surface cultivée? Donc là, on est sur pour la partie serre, on est sur un plateau de 50 mètres carrés. Donc c'est vraiment une petite serre. Là, on parle vraiment du plateau. Après, si on parle des gouttières NFT, on est sur des gouttières de 6 mètres de long, 20 cm de large. Il y en a 10. Et comme on peut multiplier par 2 avec le fait d'étager, bah voilà, on va arriver à 48 mètres carrés finalement d'espace cultivé juste pour les NFT en fait. Sur la partie poisson, on est sur 3 bassins de 700 litres. Et la champignonnière fait de mémoire 15 mètres 30 mètres carrés. carrés. Enfin, on a une salle de fructification qui fait 20 mètres carrés et l'ensemble fait 30 mètres carrés parce qu'il y a les différents espaces, la salle d'incubation, le laboratoire et la salle de fructification. Donc la fructification fait 20 mètres carrés et on a des rôles des chariots de culture qui sont étagés. Donc on a 4 étages. De mon souvenir, on pouvait mettre 100 sacs par chariot et on doit avoir 8 Non. chariots dans le... On peut mettre 160 sacs en simultané dans la champignonnière. Excuse-moi, Benjamin. On avait refait les 10 calculs. sacs par étage. Attends. Ouais, bah, en gros, c'est 4. Ouais, bon, bref. Oui, ça doit être ça. En effet, tu dois avoir raison. Je me suis trompé. C'était peut-être 100. Ouais, bon, bref, 160 sacs, en effet, en potentiel total. Et Et 2 à 3 kilos de substrat à chaque fois. ouais, c'est ça. Alors ensuite, allez-vous transformer la truite? Nous-mêmes, non. On peut pas, on n'a pas d'atelier de transformation, c'est dommage parce qu'on sait qu'un produit transformé, c'est un produit qui rapporte plus. Mais non, c'est pas prévu dans le modèle de la ferme de transformer le poisson. On fera sûrement venir un poissonnier, enfin, un poissonnier, du coup, qui lui se chargera enfin, l'abattage, tu voulais le faire toi-même, je crois, Pierre. Oui, c'est ça. Et ensuite, après On la a obtenu transformation, on l'autorisation pourra... pour que je puisse abattre le poisson et après la transformation, ça sera à l'extérieur. La ferme La- est-elle exploitée toute Ouais. l'année? Excuse-moi, moi. Donc la Oui, ferme elle était exploitée 52 semaines par an. Sur la partie micro-pousses champignons, c'est le cas. Après, effectivement, c'est une serre. Donc pour répondre à la question suivante, mais qui est complémentaire, la serre est-elle chauffée ou passive? Donc du coup, on a une serre qui est passive. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'éclairage horticole. Donc en fait, on est sur une production de saison en serre. Mais pour le reste, du coup, champignons, micro-pousses, c'est en atmosphère contrôlée, donc toute l'année. Et concernant l'élevage de truites, on est sur une production, on va dire, 9 à 10 mois sur l'année. Sachant que la période estivale, on fait un vide sanitaire pour éviter pour éviter la mort des poissons parce qu'on a des étés de plus en plus chauds et que la disposition des bassins par rapport à l'ensoleillement fait que voilà, on peut pas se permettre d'imposer ça aux poissons. Donc vide sanitaire sur la période estivale. Ok. J'avais une question, Pierre, de précision, parce que j'imagine à Lille, vous êtes en capacité de produire à l'année dans la serre, en lien avec la température, l'enjeu est sûrement plus d'ensoleillement. Oui. On pourrait produire des petits légumes, enfin on pourrait produire Bok choy et compagnie. Là, oui, alors après, il faut que ça rentre comment dire, en adéquation avec les demandes de nos partenaires. Est-ce qu'ils vont avoir envie de ce genre de produit à ce moment-là? En soi, oui, on pourrait produire en serre toute l'année. Mais voilà, il va falloir faire des choix. Il va falloir qu'on dialogue bien avec nos partenaires qui sont là à 200 mètres du site. Donc, on en saura plus, on va dire, l'année prochaine. Ouais, c'est ça, c'est plus un lien avec les partenaires. Et on a des serres à Montréal, puis on a produit jusqu'en janvier. Et là, on vient de sortir de la récolte encore et il fait très froid. Mais l'enjeu souvent pour Montréal, c'est aussi l'ensoleillement. Et l'île est encore plus au nord que Montréal, quand même. Il faut le rappeler que Montréal est au niveau de Bordeaux. Donc, il y a encore moins de soleil que nous. Là, je ne parle pas de la pluie. Et c'est vrai qu'il y a Malika, oui, qui précise que transformer le poisson, c'est au moins 3 fois sa valeur. Bon, effectivement,
peut-être qu'à l'avenir, comme on aura un autre démonstrateur plus grand hein, dans le Palais Rameau, on pourra et on aura aussi toute la chaîne de production jusqu'à la transformation à la consommation. On pourra peut-être dans ces cas-là envisager de travailler avec les équipes en agroalimentaire sur la transformation de certains produits. Alors pas forcément des poissons, mais oui, on a aussi une composante transformation dans notre école. On prend note de tout ce qui est possible d'améliorer là sur le site de FIP. On sait que ce n'est pas un site qu'on va pouvoir étendre, puisqu'on n'est pas propriétaire de l'endroit et que en fait, c'est plutôt une expérience, on pourrait le dire comme ça, mode tremplin pour l'autre démonstrateur qui est le Palais Rameau et qui sera bien plus étoffé en termes d'atelier. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, réactions. Voilà, elle dit c'est bien pour commencer et initier Rameau, oui. Exactement. On se fait notre expérience, on fait nos armes. C'est vrai qu'on a toujours le Palais Rameau en tête, mais c'est vrai qu'on essaie aussi d'avoir on aimerait en tout cas aider des futurs agriculteurs urbains à avoir un peu des notions économiques et techniques pour pouvoir les aider à se développer. Et c'est vrai que on croit beaucoup au potentiel de la ferme, notamment sur la question des circuits ultra courts, pour arriver à trouver au moins un modèle économique qui puisse, peut-être pas de cette dimension-là, mais qui puisse aller vers un lien direct entre un gros espace de consommation avec une ferme urbaine directement attenante. Et peut-être une dernière question, avez-vous eu des problèmes en termes de réglementation, des obstacles? Oui, Ministère de la Pêche, par exemple, la agriculture. pêche, non. Ouais, Pierre, ça, Ok. tu peux peut-être Non, plus en parler. moi, alors du coup, oui, je me suis occupé de demander toutes les autorisations auprès de la DDPP, donc la Direction départementale de la protection des populations. Et en termes de volume, on a annoncé tellement des petits volumes. Enfin, on a des petits espaces qui sont cultivés, donc ça représente pas grand-chose et on a eu beaucoup de dérogations. Donc de ce côté-là, pas d'obstacle. En fait, on a obtenu assez rapidement toutes les autorisations jusqu'à l'abattage des truites. Pas la transformation, mais l'abattage, oui. Et Par pour le contre, reste. en termes de réglementation, on a rencontré beaucoup de problèmes en phase de conception, pour le coup. Parce que, en fait, ça, je ne l'ai pas forcément détaillé, mais on est sous le coup de la réglementation urbanistique. Donc, le bâtiment, en fait, on n'a vraiment pas pu faire ce qu'on voulait exactement, le positionner exactement à l'endroit où on l'imaginait dans la parcelle. La forme du bâtiment, si je vous la montrais à l'époque de la conception, elle n'avait rien à voir avec celle qu'elle est aujourd'hui. On devait avoir un bâtiment qui était bioclimatique. Enfin bref, on était parti vraiment assez loin dans la conception et la réflexion énergétique du bâtiment. Et ça, on a été confronté à plusieurs problèmes. Bon, ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais budgétaire. Mais c'était plutôt contextuel. Par contre, la réglementation nous a énormément contraints sur la forme du bâtiment et son positionnement sur la parcelle. Et une question au niveau de l'eau, parce que ça, c'est un enjeu pour Montréal. En ville, lorsqu'il y a des bassins avec des poissons, il y a toute une réglementation sur des rejets d'eau industrielle dans lesquels on rentre. Malheureusement, c'est quand on fait une demande, les inspecteurs regardent le chiffre et c'est comme selon les volumes normaux au niveau de l'industrie, c'est 0,000001. Donc, ils ne savent pas traiter la demande. Vous avez des enjeux à ce niveau-là, que votre ferme était tellement petite qu'ils ne savaient pas comment la traiter. Je pense que c'est plutôt ça, oui. Ouais. On a annoncé tous les volumes de production et je me suis dit qu'effectivement, on allait avoir des questions plus poussées des inspecteurs de la DDPP par rapport à, qui allaient venir nous chercher un peu sur ces histoires de rejet, mais on n'a pas eu de nouvelles. Donc voilà. Parce qu'à Montréal, on a un cas qu'on a accompagné et l'enjeu a bloqué pendant des mois seulement parce que les inspecteurs ne savaient pas comment traiter ce chiffre qui était tellement minuscule, mais qui devait passer dans la réglementation. Donc, c'est bête, c'est simplement qu'ils ne savaient pas comment le traiter en disant ça n'a pas de bon sens, c'est pas important, mais selon la réglementation et la loi, ça doit passer dans le processus.
Une dernière question de Marie Stankoviak. Si c'est peut-être du coup pour conclure, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Ah. Bonne question. Ouais, Elle est sympa, Marie. je pense que moi, Avec plaisir, avec toutes mes félicitations pour cette présentation. moi, je dirais, pour ma part, je dirais qu'il il aurait fallu se réserver quand même un espace pour la transformation des produits. Parce que mine de rien, c'est quand même la logique d'aller plus loin, si on est faire de la production primaire et sur un si petit volume, voilà, pour gagner de l'argent, c'est compliqué de concurrencer tous ceux qui se trouvent autour. Si jamais voilà, c'est quand même très intéressant de travailler la truite, c'est très intéressant de travailler le champignon, d'autant plus qu'on a des étudiants là, qui se sont mis sur le sujet et puis qui nous ont sorti des belles idées de transformation à partir de basilic, d'aromatique, de pleurote, voilà. Je pense que si on pouvait directement proposer à nos partenaires et clients des produits transformés sur le site, ça aurait été génial. Malika demande si on ne peut pas utiliser la cuisine commune à côté. Si, on pourrait. Mais c'est du coup, ça, bon, même si c'est juste à côté, ça reste quand même moins pratique. Et puis, mais bon. Après, moi, voilà, c'est ce que je changerais, voilà, c'est pour répondre à la question de Marie. Mais après, peut-être qu'il y a d'autres choses que Benjamin voudrait ajouter. Moi, c'est ce que je changerais, c'est le côté plutôt logistique. Je serais énormément, enfin, quand je vous disais tout à l'heure, se projeter dans l'exploitation, c'est même si à l'époque, on s'était projeté dans l'exploitation. Là maintenant, avec l'expérience et avec un peu les problématiques qu'on a pu avoir avec Pierre depuis le début de l'exploitation, je serais beaucoup plus vigilant à tous les aspects logistiques, que ce soit dans les flux internes pour l'exploitation, mais aussi sur les flux externes, plutôt les livraisons, et pour pouvoir vraiment faciliter beaucoup plus, un peu comme un petit resto qui aurait une arrière-cour dans lequel il se les fait livrer. Cet aspect-là, en fait, j'aurais beaucoup plus insisté sur ce point-là pour faciliter les choses. Après, il y a l'autre élément qu'on pourrait faire, c'est essayer d'être plus grand, ça bien sûr, mais ça va pas forcément dans les objectifs d'une école d'ingénieur. On n'a pas les moyens d'entretenir un site trop grand, mais autrement, c'est plutôt l'aspect logistique, je pense, qui me semble important. Merci, je crois qu'on est dans les temps. On se donne rendez-vous pour le prochain webinaire agri-urbain. Je ne me souviens plus la date, mais n'hésitez pas à rester connecté et à regarder sur les sites de Junia, site du Créto et site de l'AOLab pour vous tenir au courant. Bonne soirée pour les Européens et bonne fin d'après-midi pour les Québécois. Merci. Merci à tous. Bonne fin de journée.